C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Tantoura, c'est une affaire assez simple. Ça se passe. Alors, vous savez, les Israéliens aujourd'hui disent, par exemple, que bien sûr qu'il y a eu des expulsions ici ou là, etc. Mais il y avait la guerre, et dans la guerre, voilà. Le problème, c'est que 45% des Palestiniens avaient déjà été expulsés avant que la guerre commence. Hein. Avant la naissance d'Israël, il y avait déjà eu 45% des Palestiniens qui avaient été expulsés. Et Tantoura, c'est un petit village de pêcheurs qui est à 3 ou 4 dizaines de kilomètres de Haïfa, au nord du pays. Et le massacre a lieu 3 ou 4 semaines avant la naissance de l'État d'Israël. Et la tentative d'occuper le maximum de territoire, c'est-à-dire de contrevenir au plan de séparation en 2 États qui avait été voté à l'ONU, est engagée depuis très très longtemps par les forces sionistes, et l'objectif est de capturer la terre et d'en expulser la population. Et donc, ce qui se passe à Tantoura est assez simple. C'est un bataillon qui arrive dans ce village de pêcheurs. On sélectionne les hommes entre 15 et 45 ans et on les assassine. Alors, le nombre des personnes assassinées, selon les estimations, varie à peu près entre 140 certains disent 90, d'autres 140, et le maximum qui a été dit par un des Israéliens qui a enseveli les corps, qui a évoqué même 250 personnes. Ce qui se passe est simple, c'est que en 2000, un doctorant, on ne peut pas dire un jeune doctorant parce qu'il a commencé ses études assez tardivement, il a 38 ans, 40 ans, un truc comme ça. Il s'appelle Theodor Katz, on dit Teddy Katz. Il fait un master à l'université de Haïfa et il décide de s'intéresser à cette affaire. Alors il va voir les soldats qui ont participé à ce qui s'est passé à Tantoura. Il va voir les rescapés de Tantoura qui avaient tous été expulsés et le village avait été rasé et dont il y a des rescapés en Cisjordanie. La plupart ont été du côté libanais, mais il y a un certain nombre de rescapés en Cisjordanie. Et il recueille les témoignages. Et assez rapidement, il arrive à la conclusion que il y a eu un massacre effroyable qui s'est passé, et un massacre délibéré. Il fait son doctorat, il rédige ça, il raconte les témoins, etc. C'est déposé à l'université, il reçoit la note maximale possible pour un travail alors c'est pas un doctorat, c'est disons un master 2, hein, on pourrait dire à l'université aujourd'hui en France. Donc sa thèse obtient la note maximale. Il est très content, il veut faire un doctorat, etc. Bon, voilà. Et puis, 1 an après, les gens qui sont mis en cause dans son doctorat se réveillent et disent c'est un amas de mensonges. Il n'y a eu aucun massacre, il y avait la guerre, il y a eu une bataille pour s'emparer du village, et il y a eu des morts, mais il n'y a eu aucun massacre. Bon. Et donc l'affaire commence, et il porte plainte. Il porte plainte pour diffamation, ça va au tribunal, il a de très bons avocats, mais ceux qui attaquent font partie d'un bataillon qu'on appelait Alexandronie, qui faisait partie des forces de ce qu'on appelle le Palmar. Le Palmar, c'était les milices armées du Parti travailliste et des kibboutz, etc. Dans la mythologie officielle israélienne, il y a eu une bavure. Elle s'appelle Dar Yassin. Mais sinon, l'armée israélienne a été, comme on ne cesse de répéter, l'armée la plus morale du monde, et rien d'autre n'est advenu. Et, comme Ben Gurion l'avait dit, nous n'avons expulsé aucun arabe, ils sont partis volontairement.
Et donc ils disent qu'il y a eu une bataille, mais ils nient totalement le massacre. Donc, ils l'attaquent en diffamation, et là l'histoire commence, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils attaquent en diffamation, il y a une pluie de papiers dans la presse israélienne pour dénoncer ce type qui a fait un travail de merde, etc., et qui raconte des mensonges. Et surtout, il commence à s'attaquer à lui, mais lui résiste assez bien, verbalement, etc. Et à un moment, il commence à s'en prendre à sa femme. C'est-à-dire qu'on leur téléphone toutes les nuits, on l'appelle elle, et on lui dit dis à ton mari qu'il faut qu'il arrête, parce que s'il n'arrête pas, c'est toi qui vas morfler. Ah, pardon. Je vais essayer de ne pas faire... Alors, je vais essayer de faire l'histoire courte. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il a de très bons avocats pourtant, mais le procès s'ouvre, et le premier soir, et il y a des... Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, des Palestiniens qui ont subi la Nakba vont témoigner devant un juge, une juge plus précisément. Ce qui va se passer, c'est que la veille, enfin le soir du premier jour, les avocats de la partie adverse, donc des soldats israéliens, disent qu'ils veulent le rencontrer. Alors il dit, mais moi je vais venir avec mes avocats. Ils disent, non, on veut discuter avec toi. Et ils l'enferment quelque part et ils lui font comprendre que tout va se passer très mal, ça dure des heures, et qu'il faut qu'il retire sa plainte. Il faut qu'il retire ses propos. Ça dure des heures. Il n'a pas ses avocats, évidemment, et sa femme, de facto, n'en peut plus. Et lui dit, vas-y, ici, quelque chose, bon Dieu, qui nous fout la paix, ça suffit maintenant, etc. Il finit par signer un truc dans lequel il ne dit qu'une phrase, c'est-à-dire que on peut pas dire que c'était un massacre, c'est tout. Le lendemain matin, ils arrivent, ils déposent devant la juge ce papier qui a été signé, ils disent ben voilà, il s'est rétracté, il a dit qu'il n'y a pas eu de massacre, on retire notre plainte. Lui se lève et dit mais pas du tout, effectivement j'ai signé ça, mais vous n'imaginez pas dans quelles conditions on m'a fait signer ça. Je rétracte complètement, je maintiens toutes mes accusations et je reconnais que j'ai signé sous la pression, mais je retire cette signature et la juge dit « Monsieur, vous avez signé, le procès est fini, boum !» Et ça va en rester là, pas pour le mec. C'est-à-dire le chercheur est viré alors qu'il a eu la meilleure note, est viré de l'université de Haïfa. Il ne trouve aucun emploi dans aucune université. Et peu à peu, l'affaire disparaît. En 2022, c'est-à-dire il y a un an, il y a un film qui sort et qui s'appelle Tontoir. Il faut comprendre, c'est quand même 48, ça fait bientôt 70 ans. Ça fait plus de 70 ans, je veux dire. Des gens qui étaient des rescapés du massacre témoignent. Il y a quelques Palestiniens dans le film. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus fort, c'est que les soldats israéliens, parmi eux, qui ont aujourd'hui 85, ils ont plutôt 95 que 85 ans, ils disent, bon, allez, maintenant le temps est passé, on peut le dire, le petit doctorant, là, ben, c'est lui qui avait raison. Il y a eu un massacre. Et c'est diffusé, non pas, je dirais, dans la presse israélienne, mais dans un journal de la presse israélienne, qui a beaucoup évolué, disons, depuis 30 ans, et qui est devenu aujourd'hui le pôle principal d'opposition anticoloniale au gouvernement israélien. Et ce film est une borne parce qu'il montre la dimension du mensonge. Il y a en Israël un jeune chercheur. Quand je dis jeune chercheur, il est jeune pour moi, c'est-à-dire que lui, il a 45 ans.
il s'appelle Adam Raz. Il a créé une association qui s'appelle, en hébreu, on dit Akevot. Akevot, ça veut dire les traces. Les traces. Il suit les traces de la vérité. Il recherche les traces. Et il a publié, lui et d'autres, il a publié sur ce qui s'est passé en 1948 un nombre incroyable, à partir des archives officielles, à partir des archives militaires israéliennes. Il a publié un nombre vraiment très important. Lui, il dit qu'il y a eu, vous savez, historiquement, il y avait cet historien, ce nouvel historien qui s'appelait Benny Morris, qui, dans le premier livre qu'il avait fait, avait dit il y a eu à peu près une dizaine de massacres. Et il disait un massacre, à ses yeux, c'était quand il y avait au moins 50 000 civils qui avaient été abattus. Lui, le nouvel historien, dit que c'est pas... donc, ça n'est pas un massacre malencontreux qui sort de l'ordinaire et qui confirme la règle, c'est-à-dire Der Yassin. Ça devenait 10, et là maintenant, ça n'est plus 10, mais c'est écrit et Raz et démontre, à partir des archives israéliennes elles-mêmes, il parle de plusieurs douzaines de massacres de ce type durant l'expulsion des Palestiniens. Et honnêtement, il n'a rien inventé, il ne fait que confirmer ce que les historiens israéliens, palestiniens ont écrit depuis le premier jour. Et donc, mais ce qui est très important, c'est aujourd'hui que tout ça est basé sur les archives israéliennes elles-mêmes. Et il y a eu en 2022 une quantité je vais en citer quelques-unes, parce que ça touche à la Nakba et ça touche à toute l'histoire d'Israël. Alors, Raz, cet historien, il est très préoccupé par la Nakba, il a mis au jour beaucoup d'autres massacres et aussi d'autres événements. Il a montré aussi la manière dont les Israéliens faisaient en sorte, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit... Aujourd'hui, les historiens, comment dire, sionistes de bonne aloi vous disent bon, c'est vrai, à peu près 50% des Palestiniens ont été expulsés et les autres sont partis, ils se sont enfuis. Mais, honnêtement, tout ça c'est une blague. D'abord, parce que depuis la nuit des temps, tous les civils s'enfuient devant les armées qui avancent. C'est comme ça. Et le problème, c'est pas qu'ils se sont... Même s'ils étaient enfuis, et certains se sont enfuis, mais ils se sont enfuis parce qu'ils avaient peur, et que le problème, c'est qu'on ne les laisse pas revenir. C'est pas le fait qu'ils se soient enfuis. Et deuxièmement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ils se sont pas seulement enfuis parce qu'ils avaient peur, ils avaient de bonnes raisons d'avoir peur. Après Der Yassin, dans toute la zone des villages, Der Yassin, c'est très proche de Jérusalem. Et dans toute la zone qu'il y avait autour de Der Yassin, il y a eu des tracts qui ont été utilisés immédiatement après le massacre, des tracts qui ont été lancés par des planeurs, par les Israéliens, partout en arabe, et disaient aux gens, partez, car vous avez vu ce qui est advenu à Der Yassin, et si vous ne partez pas, c'est ça qui va vous advenir. Donc, ils ne sont pas partis, comme disait Ben Gurion, volontairement. Hein. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques exemples de choses qui ont été révélées et qui sont non pas, enfin qui ne sont pas partie prenante de la Nakba, mais des conséquences de la Nakba. Par exemple, il y a eu en octobre 1956 un massacre qui est célèbre et qui s'est passé à Kfar al-Qassam, qui était un village palestinien à l'intérieur de ce qui était devenu Israël, là encore pas très loin de Jérusalem d'ailleurs, et à l'époque, tous les Palestiniens citoyens israéliens étaient soumis à un couvre-feu quotidien à partir de 7 heures du soir, tous, et d'ailleurs à ce qu'on appelait un gouvernorat militaire, c'était l'armée qui gérait la vie sociale des Palestiniens.
Et à Kfar Qassem, ce qui s'est passé, c'est que le couvre-feu a été ramené à 5 heures au lieu de 7 heures, sauf que les gens étaient au champ, avec femmes et enfants, et qu'à aucun moment ils n'ont été informés que le couvre-feu a été avancé de 2 heures. Et quand ils sont rentrés, vers 7h moins le quart, comme tous les soirs, parce que c'était en octobre, il y avait encore assez de lumière, on travaillait tard, ils sont rentrés vers 7h moins le quart, et il y a eu 49, officiellement 49 personnes ont été assassinées par les militaires israéliens. Immédiatement, Ben Gurion, ça a fait un scandale international à l'époque. Ben Gurion, qui était le premier ministre israélien, s'est excusé auprès du roi de Jordanie et a dit que c'est une bavure affreuse, qu'il y a eu une méprise, etc., qu'on a oublié de prévenir les gens et qu'on s'excuse et qu'on s'excuse et qu'on s'excuse. Bien. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu des premières rumeurs qui ont commencé et qui disaient que ce massacre n'était pas du tout un hasard, que ce massacre était une tentative de reproduire dans la zone en question ce qui s'était passé durant la Nakba, c'est-à-dire d'expulser vers la Jordanie, à l'époque la Cisjordanie était encore partie de la Jordanie, d'expulser vers la Cisjordanie les populations des villages arabes qui les habitaient. Très récemment, celui qui était à l'époque le commandant du bataillon qui a commis le crime, qui s'appelle Issachar Shabmi, qui a fini sa carrière comme colonel du plus haut grade, a dit « Bon, le temps a passé, je me fais visiblement, je me fais vieux et bon, j'ai un peu un poids sur le cœur. Maintenant, je peux vous dire la vérité. En vérité, tout ça a été préparé à l'avance, très bien codifié, très bien préparé, et c'était fait précisément pour faire un massacre qui fasse peur à toute la population palestinienne tout autour, pour qu'ils s'enfuient. Et c'était ça l'objectif réel. Il a fait des déclarations publiques, et il est mort peu après, à l'âge de 95 ans, et il a donné une interview au journal Haaretz, le principal journal israélien, dans lequel il a dit que ça n'était pas du tout une bavure, c'était fait exprès. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que ça montre que la logique de la Nakba, de ce qui s'est passé en 1948, ne s'est pas finie avec la fin de la guerre et l'érection de l'État d'Israël. Ça a continué. 8 ans plus tard, d'abord, l'expulsion officielle de la population palestinienne, on dit toujours 48. Mais en vérité, les dernières expulsions ont eu lieu en 51. Il y a une ville israélienne qui s'appelle Ashkelon, qui a été bâtie entièrement sur la population d'un village palestinien, qui a été totalement poussé vers la bande de Gaza, de l'autre côté. À l'époque, il y avait des forces de l'ONU, elles ont laissé faire, et ça s'est fait en 51. Donc, si vous voulez, 51, c'est pas la guerre, elle s'est terminée en 48, en 49, il y a eu des accords de cessez-le-feu. Et en 51, les Israéliens ont perduré. Et en 56, le massacre de Kfar Qassem n'était pas une bavure, parce qu'on avait oublié de prévenir les gens que le couvre-feu avait été ramené à 5 heures et pas à 7 heures, mais c'était totalement organisé, volontaire. Voilà. Ce que font j'ai jamais vu autant d'articles qui sont parus dans la presse, non, je ne peux pas dire dans la presse israélienne, pardon, dans le journal Haaretz, dans ce journal-là, parce que les autres journaux, qui sont tous de droite, ne suivent pas, mais dans ce journal, il y a eu en 2022 quasiment 2 à 3 révélations par des chercheurs israéliens chaque mois. Tous les 10 jours, il y avait un truc. Alors je peux vous en citer quelques-uns, mais c'était absolument incroyable, quoi. Et c'était une accumulation de révélations
sur la Nakba et les premières années de l'existence d'Israël, qui étaient... Moi, je n'ai pas été surpris par ces révélations, mais j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler de ce qu'on leur racontait. Je vais prendre un truc, parce que vraiment, c'est un truc intéressant. Ça a fait un documentaire, d'ailleurs. Dans l'intervention israélienne en 82 au Liban, qui était faite pour expulser l'objectif avéré et avoué d'Ariel Sharon, qui était le promoteur de l'invasion du Liban, l'objectif et l'alliance avec les milices et les phalanges chrétiennes était basée là-dessus. L'objectif constituait à évacuer, pas seulement à liquider l'OLP et la direction de l'OLP qui avait déjà été expulsée de Jordanie et qui était installée au Liban, mais d'expulser la plus grande partie possible de la population palestinienne et de la virer où on s'en fout, en dehors du Liban. Et il y a eu un film qui a été fait, pareil, en 2022, sur une prison que les Israéliens ont installée dans un grand couvent. Il y avait une prison très connue qui était dans le sud du Liban et qu'ils ont installée avec les phalanges chrétiennes, avec le soutien des phalanges chrétiennes, et dans un lieu qui s'appelait Ansar, où des milliers de gens sont passés et où les conditions étaient épouvantables. Mais l'année dernière, on a appris que ce n'était pas du tout le seul camp dans lequel les Israéliens ont mis. Et les gens que les Israéliens ont mis là étaient des militants palestiniens, et à vrai dire, et pas seulement. Il y avait des militants chiites, il y avait des militants communistes, ils y ont mis tous ceux qui ne leur plaisaient pas. Mais ils ont mis tous ceux qui pouvaient attraper des responsables palestiniens. Les conditions, le documentaire montre que les conditions dans lesquelles on a emprisonné ces gens dans ce couvent étaient absolument... ils étaient à peu près un millier. C'était un couvent qui était installé dans la ville de Saïda, et ils ont été internés dans des conditions absolument épouvantables. Dans le film, les témoins témoignent. Et il y a aussi des soldats israéliens qui ont été utilisés comme geôliers et qui témoignent des conditions de ce qui s'est passé dans ce camp pendant un an, un peu plus d'un an. Ce qui est intéressant aussi, c'est le commandant des forces israéliennes qui avait été transformé en principal garde-chiourme de ce camp d'incarcération. On lui demande, alors, il vous est advenu quelque chose? Il dit oui. En fait, comme ça avait fait un peu de bruit à l'intérieur de l'armée, il y a eu une enquête, mais rien ne s'est passé. Et rien ne s'est passé, c'est ce qui revient systématiquement après chaque révélation. Je vais y revenir à ça. Je vais donner 2-3 encore. Je vais donner encore un exemple. Il y a eu des interviews sidérantes qui sont parues en 2022, mais vraiment sidérants. Alors, il y avait ce général de Kfar Qassem qui a expliqué que tout ça a été préparé à l'avance et que c'était pas du tout une erreur, ni une bavure. Il y a eu une interview très longue de quelqu'un qui s'appelle Yaakov Sharet. Yaakov Sharet était le fils de Moshe Sharet. Moshe Sharet avait été Premier ministre en 54-55. Le Premier ministre qui est considéré comme le fondateur d'Israël, qui s'appelait Ben Gurion, a été Premier ministre jusqu'aux premières années 60, donc pendant à peu près 13-14 ans. Il y avait un trou au milieu, et pendant 1 an et demi, il y avait une bisbille dans le parti, peu importe. Il y a eu un autre Premier ministre qui s'appelait Moshe Sharet. Son fils s'appelait Yaakov, il a fait carrière dans le Shin Bet. Le Shin Bet, ce sont la sécurité intérieure. En fait, c'est l'organisme intérieur qui espionne les Palestiniens et qui gère
dire, la surveillance de la population palestinienne. Il a fait une interview absolument ahurissante après une carrière au Shin Bet. Je vous cite ce qu'il a déclaré. L'État d'Israël et l'entreprise sioniste sont nés dans le péché, c'est-à-dire, il voulait dire la Nakba. J'ai collaboré avec un pays criminel. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul. C'est-à-dire que vous avez le général, enfin, le mec qui est devenu colonel et sur Kfar Qassem. Vous avez ce type. Il y a eu plusieurs personnes qui ont participé à la Nakba et qui ont participé à ce qui s'est passé dans les premières années de l'existence d'Israël et aux crimes qui ont continué après la Nakba et qui ont fait des déclarations pour dire « Bon, en vérité, on n'était pas tout blanc et voilà ce qu'on a commis ». Il y a une chose qui caractérise à peu près toutes ces personnes, c'est que ces personnes ont disparu 1, 2 ou 3 ans plus tard. C'est-à-dire, dans les 2 années qui ont suivi, en général, et souvent 1 an, Charette est mort 6 mois après sa déclaration. Le général, le type de Kfar Qassem est mort 1 an et demi après, etc., etc. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, je sais à quoi ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser qu'un jour, pour ceux qui ont mon âge et qui ont été élevés, qui sont éveillés à la politique par la guerre d'Algérie, il y a eu la bataille d'Alger, il y a eu la torture en Algérie, et tout ça a été nié en France. Voilà. Et puis un jour, Massu, qui était le chef des paras, puis le chef du contingent français en Algérie, et qui a mené la bataille d'Alger, qui a duré presque 1 an contre le FLN, il est venu et il a dit « Bon, allez, ça suffit maintenant, on peut dire la vérité. Oui, il n'y a pas eu des bavures. Oui, la torture a été permanente dans l'activité de l'armée française pour lutter contre le FLN. Et moi, j'étais au Monde à l'époque, je travaillais au Monde. Il y avait eu une jeune femme qui racontait qu'elle avait été violée par les soldats français, les parachutistes français, etc., etc. Et quand on a demandé à Massu, et elle a fait un témoignage, quand on a demandé au général Massu est-ce qu'il connaissait cette personne, il a dit, vous savez, on en a torturé tellement. Je n'ai aucun souvenir de cette personne, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'elle raconte, c'est la réalité. C'était la réalité, pardon, je vais essayer d'arrêter. C'était la réalité. Et donc, on a l'impression que c'est quelque chose de similaire. C'est-à-dire que ces gens qui s'approchent de la mort commencent à se dire je vais arriver devant le bon Dieu et peut-être que ça va mal se passer, il faudrait peut-être que j'avoue quand même les principaux crimes que j'ai commis. Alors, comment dire, reconnaître les faits... D'abord, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que il y a eu, je vous disais, tous les 10 jours, il y avait des nouvelles révélations. Mais le bilan, c'est que ça n'avait aucun impact sur la société juive israélienne. Zéro. C'est-à-dire que les convaincus étaient convaincus, et les gens honnêtes adhéraient, mais il n'y avait aucune reprise. En gros, ça n'intéressait à peu près personne. Et c'est quand même en 2022, autant que je sache, que l'actuel gouvernement, qui est un gouvernement d'apartheid, est advenu au pouvoir, avec des gens qui prônent l'expulsion à venir des Palestiniens. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette société est incapable de prendre en compte la réalité du passé. Parce que reconnaître tardivement les faits du passé, c'est pas spécifique à Israël. De très nombreux États sont nés comme dit Yaakov Charette, dans le péché.
Les États-Unis ont attendu très longtemps avant de reconnaître leurs crimes contre l'humanité, le traitement infligé aux autochtones, la traite des Noirs, etc. La France, elle reste loin d'avoir fait un bilan complet de la période coloniale, mais elle a avancé sur le rôle de Vichy dans l'extermination des Juifs de France. Il faut du temps, en général, pour que les pays fassent pour que le travail de mémoire progresse. Mais peu à peu, il progresse et il commence à impacter le pays et la société. C'est vrai de la France et des États-Unis, même s'il reste beaucoup à faire. Avec le cas israélien, on est confronté à une attitude très différente. L'accumulation des révélations sur le passé reste absolument sans effet, ne génère aucun bilan, ne modifie rien au regard qui est porté sur les victimes. Aucun débat national, ces publications surviennent et à part une frange spécifique de citoyens, la quasi-totalité de la société juive s'en fiche complètement. Alors il faut quand même se poser la question pourquoi. Mon explication, elle est assez simple. C'est que si on accepte les crimes commis aujourd'hui, quasi quotidiennement, contre la population palestinienne, qui sont des petits crimes, souvent, et parfois des grands crimes. Mais je dis des petits parce qu'ils sont massivement les plus importants, mais ils sont tous les jours. Et ce qui caractérise le conflit, évidemment, c'est pas la guerre du Yémen, c'est pas la Syrie, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas ce type d'horreur-là. En revanche, c'est quotidiennement un mort par-ci, un mort par-là, une maison qu'on détruit, un puits qu'on bouge, tous les jours, et ça fait des dizaines, ça fait des décennies, et ça n'arrête pas parce que c'est très bien organisé. Mais alors, si on accepte les crimes qui sont commis au présent, quasi quotidiennement, et si on y est totalement indifférent, pourquoi rejetterait-on les crimes du passé? C'est l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine qui empêche que les gens puissent commencer à réfléchir à qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le passé. C'est les crimes d'aujourd'hui qui empêchent le bilan des crimes du passé. Les Israéliens sont dans une position qui les rend fous. Ils ne peuvent pas perdre. Ils ne peuvent pas perdre parce que le différentiel de puissance est énorme. Et quand je dis de puissance, je ne pense pas à la force seulement. Je ne pense pas à la puissance militaire, mais à la puissance économique, à la puissance financière, à la puissance technologique, à la puissance, enfin, etc., etc., etc. Mais malgré cette puissance et ce différentiel énorme de puissance, ils ne peuvent pas gagner. Parce que tant que les Palestiniens sont là, ça leur est ils ne peuvent pas considérer qu'ils ont gagné. Parce que leur rêve à tous, leur rêve collectif, hormis les gens qui militent dans les ONG, B'Tselem, etc., etc. Mais hormis ces gens-là, je vais y revenir, la plupart des gens que je connais, leur rêve enfoui des Israéliens, c'est d'accéder à l'entre-soi, à vivre dans une vie où il n'y a qu'eux-mêmes, que des Juifs et personne d'autre, et vivre dans un entre-soi. Mais ça, on peut bombarder Gaza tous les ans, on peut tuer tous les jours en Cisjordanie des enfants et des moins jeunes, tous les jours. Ça ne change rien au problème. Et surtout pas au fait que la présence palestinienne est là et que tout le monde sait qu'on rêve d'une nouvelle Nakba, mais que, hormis situation complètement exceptionnelle, qu'il ne faut pas exclure, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui advenir, eh bien, les Palestiniens ne partiront pas. Il y en a qui partent, mais il y a aussi des Israéliens qui s'en vont. La mentalité israélienne,
à chaque fois que j'ai dit israélien, en général, je n'aime pas m'exprimer en termes de catégories globalisantes, je n'aime pas tellement ça, parce qu'il y a des Israéliens qui, comme on le sait tous, sont des gens très bien, soutiennent les Palestiniens, vont les défendre, etc. Mais, je vais dire, l'état d'esprit, la mentalité de la très grande majorité des Juifs israéliens, c'est que la force règle tout. Tout peut se régler par la force. Et il y a d'ailleurs une phrase de la Bible qui dit ce qui ne se règle pas par la force se règle par l'intelligence. Et la Vox Populi israélienne a un peu modifié le texte biblique. C'est une boutade, mais ça parle beaucoup d'Israël. Et ils ont transformé la phrase biblique, c'est « ce qui ne se règle pas par la force se règle par encore plus de force ». Voilà. Et c'est un dicton qui n'est pas anodin. C'est un dicton qui parle vraiment de la façon de penser des Israéliens. En toutes circonstances, quelles qu'elles soient, on commence d'abord par taper. Après, on va voir. Des fois, d'ailleurs, ça ne marche pas. Après, on pleure, oui. Mais des fois, ça ne marche pas. Mais le réflexe, je ne sais pas comment dire, constitutif de cette population, c'est la force, la force, la force. Le dicton raciste le plus entendu en Israël, c'est les Arabes ne comprennent que la force. Et la vérité, c'est exactement le contraire. C'est celui qui dit qui est. C'est-à-dire que ceux qui ne comprennent que la force, ce sont les Israéliens. Et tout est basé là-dessus. Et c'est pour ça que ce qui se passe les rend fous, c'est-à-dire qu'on voit bien que le degré de répression des Palestiniens ne cesse d'augmenter. C'est encore plus, et encore plus, et encore plus. Et au fond, quand on regarde, quand on fait le bilan, alors, il y a eu un échec politique très important en 2006, qui est la défaite de la deuxième intifada. Mais depuis, les Israéliens pensaient que voilà, le champ est ouvert et tout va bien se passer, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est très désorganisé du côté palestinien. Mais il y a une jeunesse qui est en train de s'organiser. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, pas grand-chose. Mais après le coup sur la tête qui est arrivé à la fin de la seconde, disons en 2005-2006, après la fin de la seconde intifada, il faut du temps pour qu'une génération nouvelle se constitue. On verra ce que ça va donner. Mais Israël apparaît sur la question palestinienne comme une puissance impuissante qui en réalité ne parvient à aucun de ses objectifs réels. Il rogne un petit peu tous les jours, mais le fond du problème reste le même, de son point de vue, je veux dire. Et ça a progressivement amené la majorité de la population juive israélienne à modifier les mentalités. Il y a quelque chose que j'évoque dans mon livre, alors comme tout le monde ne l'a pas forcément lu, je vais en parler ici. Il y a un film qui a été fait par une Israélienne que je connais très bien, qui est une très bonne cinéaste, et qui s'appelle Manchia. Manchia, c'était un quartier de la ville de Jaffa. Et dans son film, c'est un documentaire sur le quartier, il y a un groupe d'étudiants de l'université de Tel Aviv avec leurs professeurs qui viennent visiter le quartier. Et la mairie leur délègue un responsable pour leur raconter l'histoire de Jaffa, etc. Et il leur raconte qu'à la fin des années 60 et dans les années 70, la population de ce quartier était essentiellement constituée par des juifs d'origine roumaine et marocaine. Ils ont tous été virés parce que la mairie avait décidé de faire un quartier, comme le quartier était très près de la plage,
Il voulait faire un truc avec des beaux hôtels, il y avait une très belle plage, etc. Il voulait en faire un quartier attirant et, et déplacer les populations, qui étaient en général des populations pas très aisées, et de les mettre ailleurs pour créer un beau quartier. Et donc il dit, on a fait sortir les gens, on les a fait partir, etc., etc. Et à ce moment-là, le professeur qui accompagne les étudiants dit mais monsieur, ça s'est passé à la fin des années 60, c'est ça? Il dit oui, à la fin des années 60. Ah. Mais il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. Alors le type dit quoi? 20 ans plus tôt, il y a autre chose qui s'est passé. Ah, il dit, c'est-à-dire, il y avait des gens qui habitaient dans cet endroit qui s'appelle Manchillet. Ils étaient palestiniens. Et on les a tous virés, tous sans exception. Il dit, oui, d'accord, mais enfin, pourquoi il faudrait que j'en parle? Quel intérêt? Alors le type dit, mais quand même, c'est quand même l'histoire. Et à ce moment-là, le type dit, c'est l'histoire? Et en anglais, il dit, fuck history. J'emmerde l'histoire. J'emmerde l'histoire. Alors, ce comportement illustre un changement. Si c'est trop long, vous me dites. Je vois qu'il est déjà 9 heures. On fait encore quoi? Un quart d'heure? Ça va? Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle est indicative d'un changement de mentalité. Fuck history, il n'y a pas que lui qui le dit. Ça devient, comment dire, quand il y a la fin de la Nakba, Ben Gurion convoque un type qui va être d'abord le responsable au ministère de l'Éducation des livres scolaires et qui lui-même deviendra ministre de l'Éducation plus tard. Il le convoque et il lui dit, voilà, comme on dit de nos jours, le narratif que nous devons imposer dans la société israélienne, et y compris le discours que nous devons imposer à l'échelle internationale. Nous n'avons jamais expulsé un seul arabe, ils sont partis volontairement. Et ça a été répété dans toutes les classes de toutes les écoles israéliennes. Et ça a été répété dans toute la propagande israélienne à l'étranger. Pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'au début des années 90, et les historiens palestiniens ont raconté, ça n'avait aucun impact, exactement comme aujourd'hui les trucs de la presse israélienne n'ont aucun impact. Et aujourd'hui, mais la thèse officielle, c'était la thèse que j'appellerais du déni, de la négation. Nous n'avons pas commis de crime. Ils sont partis volontairement. Quand on dit on les a virés, fuck history, j'emmerde l'histoire, bah oui, on les a virés. Et alors? C'est tout à fait différent. La première attitude, c'est l'attitude des gens qui disent il ne faut pas admettre la vérité, parce que si on l'admet, on dit clairement qu'on a commis des crimes. Et donc on est redevable de quelque chose. Alors que celui qui dit fuck history, il dit la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, et c'est comme ça, et on a gagné, et on s'en fout du reste. Et on va le refaire. Si on pouvait le refaire, on le referait demain. Et on n'a pas honte. Fuck history, c'est la disparition de la honte. C'est-à-dire que, sous les travaillistes, je dis pas que, honnêtement, je suis loin de penser que les travaillistes sionistes ont été meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Ils ont des responsabilités absolument énormes et, à vrai dire, ils étaient, eux, les plus importants en 1948, et non pas la droite nationaliste, même s'ils sont devenus pas grand-chose aujourd'hui. Mais ce changement qui est intervenu
dans la société israélienne, le passage du déni pour préserver l'image de soi par rapport à soi-même, mais aussi au plan international, ce passage du déni à l'assomption du crime, à l'admission du crime, ça, c'est quelque chose qui est très profond et très important. C'est ça qui empêche je reviens à mon idée première, c'est ça qui empêche de reconnaître la Nakba. On ne peut pas reconnaître la Nakba parce que on ne peut pas reconnaître les crimes d'aujourd'hui. On continue tous les jours à commettre des crimes et on dit « fuck history ». On le fait, on est les plus forts et on a le droit, pas le droit international, hein. Nous allouons le droit de le faire. En fait, le nouveau gouvernement israélien est né de l'émergence de cette mentalité. Il est l'aboutissement de l'émergence de cette mentalité. C'est sûr, parce que ce qui se passe en Israël, c'est que les actes criminels, dans leur immense majorité, sont totalement impunis. Le soldat Elor Azaria, qui avait tué un jeune homme qui était déjà à moitié mort, mais qui baignait dans son sang, qui n'a pas appelé une ambulance, qui s'est approché de lui et qui lui a mis 2 balles dans la tête. Il croyait qu'il faisait son devoir, que c'est ce que ses chefs attendaient de lui. Et d'ailleurs, quand on l'a arrêté, il a dit, mais enfin, ça se passe tous les jours, les autres, il leur arrive rien, pourquoi moi? Ben oui, il se trouvait que ce jour-là, il y avait des caméras de Palestiniens qui avaient filmé la scène. Et donc, il a fait... Eh bien, il a eu finalement 8 mois de prison pour un crime, hein, pour un assassinat. Il a eu 8 mois de prison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une jeune femme palestinienne dont le nom m'échappe, mais qui, peu de temps avant, avait giflé un comment ? Tamimi. Oui. Qui avait giflé un commandant israélien qui venait emmerder sa famille en pleine nuit, comme ils font en permanence. C'est une méthode de répression extrêmement pratiquée. J'y consacre un chapitre dans le bouquin parce que c'est vraiment un truc, la manière dont on organise les soldats. Enfin bon, je ne veux pas mettre les pieds sur le côté parce que ça y en aurait pour 2 heures. Mais cette mentalité-là, c'est elle qui a amené aujourd'hui, parce que c'est le fait, cette impuissance de la puissance et la conviction